Si vous deviez construire le catcheur parfait de Vince McMahon à partir de zéro, il ressemblerait probablement à Randy Orton. Physiquement, il a l'apparence d'un champion et sur le plan technique, les compétences pour le soutenir. En tant que performeur de 3e génération, Orton pourrait bien être le talent le plus complet que le business n'ait jamais vu, un véritable prodige à tous les égards. Au cours de ses 20 ans de carrière, il a pu nous offrir l'étendue de son talent en étant au cœur des plus grosses rivalités de l'époque et en continuant en ce moment à élever la future génération. Mais malgré les sommets qu'Orton a atteints au cours de sa carrière, il a presque tout perdu à plusieurs reprises dû à son comportement à ses débuts. Alors je vous invite aujourd'hui à découvrir plus en profondeur avec moi la carrière du légendaire Legend Killer, Randy Orton. Ah oui, il balance mon Dieu! Il est passé à travers la fenêtre! Randall Keith Orton est né le 1er avril 1980 à Knoxville, Tennessee, de sa mère Helen et de son père Bob, mieux connu sous le nom de Cowboy Bob Orton Jr., une légende de la lutte locale. Il n'était pas la seule superstar de l'industrie dans la famille, avec son grand-père Bob Orton Sr. et son oncle Barry Orton. Ça signifiait que la lutte était dans son sang dès le premier jour et il n'est donc pas surprenant qu'il soit rapidement tombé amoureux de ce sport et a décidé dès son jeune âge que c'était ce qu'il voulait faire. Initialement, ça allait à l'encontre des souhaits de ses parents qui, sachant à quel point le mode de vie pouvait être difficile, voulaient orienter leur fils vers autre chose. Au début, Randy a décidé de suivre leurs souhaits et s'est enrôlé dans les marines. Mais il a rapidement réalisé que cette vie n'était pas faite pour lui et après avoir déserté, il a été renvoyé de manière peu honorable alors qu'il n'avait que 19 ans, le faisant passer par la case prison pour une période de 115 jours au total. Heureusement, il avait d'autres compétences sur lesquelles compter, il s'était distingué en tant que lutteur amateur au lycée et a finalement réussi à convaincre sa famille de l'aider à passer à la lutte professionnelle en 2000. Il a commencé sa formation à la Mid-Missouri Wrestling à Saint-Louis, là il a été initié par son père et étant donné à quelle vitesse il s'est adapté aux choses, il était évident que la WWE allait bientôt l'appeler. Et effectivement, en 2001, juste à la fin de l'Attitude Era, Orton a signé un contrat de développement avec Vince McMahon et a été initialement envoyé à la Ohio Valley Wrestling, la OVW, pour se perfectionner ou dans ce qui est considéré comme l'une des classes les plus emblématiques de rookies de l'histoire de la société. Il a poursuivi son entraînement aux côtés de John Cena, Brock Lesnar et Dave Bautista et même malgré cette incroyable richesse de talent exposée, Randy a réussi à se démarquer pendant son temps avec la OVW, remportant leur titre hardcore à 2 reprises. Il n'a pas fallu longtemps à la WWE pour commencer à l'intégrer progressivement dans le roster principal, le réservant initialement pour des dark matchs et sur les house shows avant qu'il n'arrive complètement lors de l'épisode de SmackDown du 25 avril 2002 où il a battu Hardcore Holly. Suite à cette victoire, Orton impressionne et il est vite devenu un favori des fans, quelqu'un présenté comme un espoir avec un avenir prometteur devant lui. En septembre de cette année-là, il avait été transféré à la marque Raw où il semblait prêt à progresser davantage dans l'effectif jusqu'à ce que les choses soient brièvement interrompues lorsqu'il subit une blessure à l'épaule le tenant éloigné de l'action pendant les mois suivants. Heureusement, le jeune homme a pu tirer parti de cette situation à son avantage en commençant à diffuser une série de segments intitulés Randy News Network où il donnait des mises à jour sur son état et faisait évoluer son personnage de babyface vaniteux en un méchant narcissique. En conséquence du succès de ces segments à son retour, il a été intégré à l'Evolution, un groupe créé par Triple H en hommage aux Four Horsemen de la WCW et de la NWA. Ce groupe comprendra également l'ancien membre des Horsemen Ric Flair lui-même dans le rôle de la légende tandis que les nouveaux venus seraient représentés par Batista et Orton. Bien sûr, étant donné la carrière légendaire que ces 4 hommes ont ensuite eue, il n'est pas surprenant qu'Evolution soit maintenant considéré comme l'un des plus grands groupes de lutte de l'histoire et avec tout ce talent exposé, il aurait été facile pour Orton de passer entre les mailles du filet. Mais au contraire, il a non seulement réussi à éviter ça, mais il a également prospéré sous la pression. En 2003 et 2004, il s'est établi comme celui à surveiller du groupe et c'est là qu'il a développé le gimmick du Legend Killer, un débutant arrogant qui manquait régulièrement de respect aux talents plus âgés établis dans le roster. Et ça s'est réellement confirmé lorsqu'il a battu Shawn Michaels sur du pay-per-view Unforgiven en 2003. Ce sentiment s'est encore plus renforcé l'année suivante lorsqu'il a commencé une feud avec Mick Foley qui se terminerait dans un match hardcore iconique à Backlash de cette année-là et verrait Orton gagner le respect à la fois des fans et de ses pairs alors qu'il subissait une raclée brutale mais finissait par remporter la victoire et conserver son titre intercontinental. Bien sûr, ce n'était pas le seul succès qu'Orton connaissait pendant ses premiers jours. Quelques mois avant sa feud avec Foley, il avait battu Rob Van Dam pour remporter le titre intercontinental, sa première victoire de titre en solo, et de là il continuera à avoir le plus long règne de titre intercontinental depuis 7 ans, gardant la ceinture pendant 210 jours. Il était clair sur la base de tout ça qu'il avait les feux verts et à l'été 2004, la société estimait qu'il était prêt pour un autre honneur, celui du plus jeune champion du monde dans l'histoire de la WWE. Et au pay-per-view SummerSlam de cette année-là, Randy a pu battre Chris Benoit pour devenir le champion du monde poids lourd à seulement 24 ans, un exploit jamais égalé auparavant. Et c'est cette victoire qui a fait ressortir le côté vengeur de son mentor Triple H, car voyant qu'il n'était plus le centre d'attention du groupe, il expulse Orton d'Evolution le lendemain à Raw, transformant ainsi le jeune prodige en babyface dans le processus. Le mois suivant, Triple H battrait même le Legend Killer pour lui prendre le titre, ce qui était initialement censé mettre en place un grand programme à WrestleMania entre les deux. Ce programme prévu finirait par être abandonné lorsque Batista a pris du galon et que la WWE a changé de cap, laissant malheureusement Orton dans une position délicate. Mais malgré les difficultés initiales de son règne de champion, il n'a pas fallu longtemps au natif du Tennessee pour rebondir et au début de 2005, il avait les yeux rivés sur la plus grande légende de toutes, l'Undertaker, alors qu'il le défiait et promettait de mettre fin à sa série d'invincibilité à WrestleMania. Maintenant, malgré toute la discussion sur la légende de la série d'invincibilité de l'Undertaker au fil des ans, la première décennie ou presque était principalement une coïncidence et c'était qu'après son match avec Ric Flair à WrestleMania 18 qu'il y a une référence à lui en étant invaincu.
Même après ça, l'idée d'un match de série d'invincibilité n'est jamais vraiment devenue une chose jusqu'à WrestleMania 21 lorsque Randy a affronté l'Undertaker et c'est là que le Legend Killer a atteint le niveau suivant. Cette nuit-là, il a eu un classique absolu qui a établi le modèle pour les matchs de série d'invincibilité dans les années à venir. Il y avait même un argument à l'époque selon lequel Orton aurait dû gagner ce soir-là, mais bien sûr il ne l'a pas fait. Mais il aura une deuxième chance lors de SummerSlam de cette année-là lorsqu'après l'aide de son père, il a eu sa revanche avec le Phenom, cette fois obtenant enfin la victoire tant recherchée. Après ces deux premières rencontres, la rivalité a continué entre les trois hommes dans un match de cercueil handicap au pay-per-view No Mercy. Puis elle s'est finalement conclue une bonne fois pour toutes dans un match Hell in a Cell à Armageddon, un match surtout mémorable maintenant pour la controverse entourant le fait que Bob Orton Sr. a été dit de saigner pendant le match malgré un test positif pour l'hépatite à l'époque. Malgré cette rivalité maintenant derrière lui, il semblait que Randy était un homme accompli et serait sûrement l'une sinon la plus grande star de la société dans les années qui ont suivi. La seule chose qui pouvait entraver cet avenir tout tracé était lui-même. À cette époque, le jeune Orton était tristement célèbre pour avoir eu un certain nombre de problèmes d'attitude en coulisses. Une partie pourrait être attribuée à son âge, étant un jeune homme à qui le monde venait d'être donné sur un plateau d'argent et n'avait probablement pas eu l'occasion de mûrir en tant que personne. Et une autre partie pourrait également être attribuée à son talent surhumain, semblant lui donner un sentiment de supériorité sur les autres membres de l'effectif. Maintenant, il convient de noter qu'au cours des années suivantes, Randy a évidemment beaucoup mûri et regarde aujourd'hui ses actions de l'époque pour ce qu'elles étaient immatures et stupides. En revanche, ça lui a pris un certain temps pour y arriver et à l'époque, c'était probablement ce qui l'a empêché d'être la plus grande star de la société. Et ces problèmes ont persisté lorsque le 4 avril 2006, après avoir rivalisé avec Rey Mysterio et Kurt Angle pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 22, il a été suspendu pour 60 jours pour comportement non professionnel. Et à son retour en juin, il a été transféré à Raw où il est entré dans un programme solo avec Kurt Angle. À partir de là, utilisant ce temps pour essayer de laisser retomber la pression et de regagner la confiance de la direction, et évidemment cela n'a pas pris longtemps pour qu'il y parvienne car à l'approche de SummerSlam de cette année-là, il avait commencé une feud avec Hulk Hogan qui tentait de protéger sa fille des mains du jeune rookie. Cette rivalité aboutit au match Legend vs Legend Killer au pay-per-view et a vu Orton se faire décimer par Hogan. À la suite de ça, il a formé une alliance avec Edge, les deux ayant des comptes à régler avec la DX récemment reformée et portait à l'époque le nom de Rated RKO. Edge et Orton ont réussi à vaincre leur ennemi commun au pay-per-view Cyber Sunday et après ça, ils ont dominé la division par équipe en devenant champion par équipe de Raw le 13 novembre, conservant ses ceintures pendant un certain temps avant que des frictions ne commencent à se développer entre les deux et qu'une rivalité inévitable ne commence, les deux hommes ayant les yeux rivés sur le titre de la WWE. Et c'est pendant cette période que Randy a encore plus développé son personnage, se référant désormais à lui-même sous le nom de la Vipère comme il traquerait ses victimes comme un serpent. C'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à ajouter une nouvelle manœuvre dévastatrice à son arsenal sous la forme du bunt, un coup de pied courant à la tête de son adversaire qui, bien qu'impressionnant, a finalement été interdit pour être trop dangereux à exécuter. Mais ça ne l'a pas trop dérangé car il avait déjà à ce moment-là le meilleur finish de l'entreprise avec le RKO, un cutter qui était souvent frappé de nulle part et qui recevait toujours une énorme réaction qu'il jouait un rôle de heel ou de face. Et ce mouvement l'aiderait à se réintégrer dans la course au titre mondial d'ici juillet 2007 lorsqu'il a commencé à rivaliser avec l'homme qui deviendrait peut-être son rival le plus célèbre, John Cena. Même si Orton avait été le premier arrivé dans les RPG avec la Ruthless Aggression, Cena était sans aucun doute celui qui incarnerait cette nouvelle ère pendant cette période. La rivalité entre les deux a vu les fans s'impliquer énormément et a permis à Randy de pleinement embrasser son côté heel à un certain moment de leur feud en portant un coup de pied au père de Cena. Et alors que la Vipère n'a jamais pu arracher la ceinture à Big Bad John à ce moment-là, lorsque Cena a dû rendre vacant le titre quelques mois plus tard en raison de sa blessure, Randy a été considéré comme le suivant et s'est vu attribuer le titre par Vince McMahon lui-même. À partir de là, il a relancé son programme avec Shawn Michaels, défendant le titre contre le Heartbreak Kid à plusieurs reprises avant de passer à Chris Jericho et de faire de même. La course dominante a continué à partir de là alors qu'il passait à travers des challenges tels que Jeff Hardy et un John Cena de retour avant de tomber finalement face à Triple H à Backlash. Peu de temps après ça, Randy devait prendre du temps après s'être cassé la clavicule et plus tard pendant cette récupération, il est impliqué dans un accident de moto qui prolonge encore un peu son retour. Lorsqu'il est revenu à la WWE lors de l'épisode du Raw du 1er septembre, il a commencé à courtiser les champions par équipe du monde Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., affirmant qu'avec lui comme mentor, il pouvait les amener au niveau supérieur. Ça commencerait une union entre les trois hommes connus sous le nom de la Legacy et donnerait beaucoup de succès à Orton car d'ici janvier 2009, il avait commencé à tourmenter la famille McMahon, en particulier Stephanie, ce qui a conduit Triple H pour la première fois depuis des années à reconnaître son mariage avec la Billion Dollar Princess à l'écran et à défendre l'honneur de sa femme. L'histoire qui a suivi, que beaucoup ont depuis surnommé l'ère d'Orton, était peut-être le point culminant de Randy dans l'entreprise car elle semblait être un vrai heel méprisable et une force principale dans la société. Tout au long de la feud, il ira même jusqu'à donner un coup de pied à Vince McMahon dans la perspective du Royal Rumble de cette année-là et quand la nuit du pay-per-view est venue, il remporterait le match se réservant une place au titre de la WWE à WrestleMania 25. Malheureusement, lorsque WrestleMania est arrivé cette année-là, cette rencontre tant attendue sera éclipsée par le classique de Shawn Michaels avec l'Undertaker qui l'a précédé, plaçant leur guerre au second plan. Mais malgré cet accident de parcours, Randy n'allait pas s'arrêter. Déterminé à profiter du plus gros moment de sa carrière, au pay-per-view de Backlash le mois suivant, il a pu remporter l'or lors d'un match à 6 contre 6 entre la Legacy et l'unité de Triple H, Batista et Shane McMahon. De là, il passerait à une rivalité avec son ancien allié l'Animal avant de terminer sa rivalité avec le Game une fois pour toutes dans un match à 3 étapes de l'enfer au pay-per-view The Bash.
Malheureusement, cette excellente course au sommet ne pouvait pas durer éternellement et c'est son vieil ennemi John Cena qui l'avait finalement détrôné en tant que champion à l'automne de cette année-là. Après ça, Randy a tenté de se regrouper et a rapidement commencé une rivalité avec Kofi Kingston, ce qui a conduit à une bagarre impressionnante lors de l'épisode du 16 novembre 2009 à Raw. Mais au cours de cette rivalité, selon les rumeurs, la Vipère aurait abusé de son pouvoir en coulisses et crié contre le push de Kofi après s'être frustré envers lui après une erreur de sa part pendant un match. Une rivalité qui aurait pu en effet être excellente mais qui est finalement vite tombée dans l'oubli après ce problème interne et malheureusement il semblait que les problèmes d'attitude en coulisses étaient toujours un problème pour Orton à cette époque. Néanmoins, pour toutes les tensions qu'il a pu avoir, il a continué à briller dans le ring lorsque c'était nécessaire et ça l'a maintenu près du sommet de la carte au cours des 3 années suivantes alors qu'il entrait dans un certain nombre de rivalités pour le titre mondial contre des hommes tels que Sheamus et Christian. Il a même fini par remporter à nouveau le titre de la WWE, le titre poids lourd à différents moments au cours de cette période et semblait être au sommet jusqu'au 30 mai 2012 lorsqu'il a été suspendu pour une deuxième violation de la politique de bien-être. Celle-ci était particulièrement importante car à l'époque une 3e défaillance aurait entraîné son licenciement de son contrat selon les politiques de l'entreprise. Maintenant étant plus prudent quant à la manière dont il l'utilisait, la WWE l'a placé dans une position plus élevée dans la mid-card à son retour lors de l'épisode du Raw du 30 juillet avec la Vipère en conflit avec des adversaires tels que Dolph Ziggler et Alberto Del Rio pendant un certain temps. À la fin de cette année-là, il avait également lancé un programme avec le Shield et utilisé son pouvoir stellaire pour les aider à se présenter comme de véritables menaces au sein de la société. Il semblait que ça suffisait pour qu'il regagne pleinement la confiance de la direction. Ainsi, lors du pay-per-view Money in the Bank de 2013, il remporte la mallette et seulement un mois plus tard, il encaisse sur Daniel Bryan pour reconquérir le titre de la compagnie et devenir membre fondateur de l'autorité. Bien sûr, cette période est maintenant surtout associée à la lente ascension de Daniel Bryan et il est presque oublié à quel point Randy était efficace en tant que champion sournois, suscitant régulièrement le désespoir chez les fans de le voir perdre le titre. Avant que cette défaite inévitable ne survienne, Orton écrivait une nouvelle page de l'histoire en devenant le premier champion indisputé que la compagnie ait vu depuis des années en battant le champion du monde poids lourd John Cena lors du pay-per-view TLC, unifiant ainsi les deux ceintures. Bien sûr, comme nous le savons tous, cette course au titre se terminerait par la magnifique victoire de Daniel Bryan à WrestleMania 30, quelque chose dont je parlerai sûrement dans une vidéo à son sujet. Mais ça n'a pas vraiment nu à Randy en fait, car à ce stade de sa carrière, il était passé de destructeur de légende à une légende à part entière et pouvait donc pratiquement se remettre de tout. Et se remettre, il l'a fait quand avec Triple H et Batista, il a reformé l'Evolution au printemps 2014 alors que le trio entre en conflit avec le Shield. J'ai également fait une vidéo sur chacun des membres ainsi qu'une vidéo retraçant le parcours au sein du Shield, n'hésitez pas à aller la voir et me laisser vos avis en commentaire, ce serait super sympa. À la suite de ça, de la séparation éventuelle du Shield, Randy a fixé son attention sur Roman Reigns, l'homme étant préparé à devenir le prochain visage de la compagnie. Le programme entre ces deux hommes se poursuivant tout au long de l'été et voyant la Vipère faire tout ce qu'il pouvait pour préparer le Big Dog à son futur push pour le titre mondial. Après ça, la discorde a commencé à s'installer au sein de l'autorité alors que le prédateur suprême devenait de plus en plus méfiant envers Seth Rollins, ce qui a finalement conduit Triple H à choisir son camp et à expulser Randy de l'autorité. En conséquence, Orton est redevenu face et n'a pas perdu de temps à essayer de mettre Rollins hors jeu une fois pour toutes. Ce qui a culminé dans un match à WrestleMania 31 où il finirait par gagner après avoir réalisé probablement la plus grande RKO de tous les temps. A partir de là, après une brève mais sanglante rivalité avec Brock Lesnar, Randy a commencé à être observé par la Wyatt Family, lançant une feud entre lui et le leader du clan Bray Wyatt qui se poursuivrait sur plusieurs années. L'incarnation originale du conflit l'a vu simuler son adhésion à la famille à l'été 2015 après avoir enduré des semaines de tabassage. Bien sûr, tout ça s'est avéré être une ruse et après avoir remporté son deuxième Royal Rumble en 2016, il s'est retourné contre le clan et a annoncé son intention de battre Bray Wyatt pour le titre de la WWE qu'il détenait à l'époque à WrestleMania 33. Et bien que certains aient apprécié cette feud, d'autres l'ont trouvé un peu trop caricaturale. Un sentiment qui a certainement été amplifié lors de leur fameux match revanche dans la Maison des Horreurs lors du pay-per-view Payback juste un mois après qu'Orton ait battu Wyatt pour la ceinture au plus gros pay-per-view de l'année. Après ça, il a mis de côté sa rivalité avec Bray pour le moment et a finalement perdu le titre contre Jinder Mahal lors du pay-per-view Backlash de mai pour promouvoir l'arrivée de la WWE en Inde. Ensuite, il a brièvement réduit sa présence dans les matchs de haut niveau alors qu'il commençait à concourir pour le titre des États-Unis, une ceinture qu'il finirait par remporter face à Bobby Roode à Fastlane, devenant ainsi le 18e Grand Slam champion de l'histoire de la compagnie. Et c'était une position que Randy semblait heureux d'occuper à ce moment-là, car en vieillissant n'ayant plus rien à prouver, il commençait à adopter un emploi du temps plus partiel afin de placer plus de temps avec sa famille. Bien sûr, il n'était jamais loin de la télévision pendant longtemps et aura des programmes mémorables avec des lutteurs tels que Jeff Hardy, Rey Mysterio et AJ Styles dans les années à venir. Mais pour l'instant, il semblait enfin qu'il avait mûri en tant que personne et était content d'aider les autres à s'élever plutôt que de se concentrer uniquement sur lui-même. Il a même eu l'occasion de se racheter pour la situation infâme avec Kofi Kingston des années auparavant lorsqu'il a une rivalité avec le membre du New Day après que Kingston soit devenu champion de la compagnie à WrestleMania 35 avec Randy cette fois-ci le mettant en avant. Plus récemment, il a eu 3 rivalités très médiatisées, la première étant avec son ancien partenaire d'équipe Edge qui a choqué le monde en sortant de sa retraite lors du Royal Rumble 2020. Cette rivalité, à l'exception d'un match douteux à WrestleMania 36, a prouvé non seulement qu'Edge avait toujours du talent, mais aussi que Randy pouvait toujours être compté pour élever le niveau lors d'un grand programme de niveau principal, car les affrontements entre ces deux hommes sont devenus l'une des meilleures choses à la WWE pendant l'ère de la pandémie. La deuxième de ces rivalités est venue peu de temps après alors qu'Orton passait des mois à se battre pour le titre de la compagnie avec Drew McIntyre, remportant brièvement la ceinture à un moment donné mais sans jamais perdre de vue le but de mettre en avant une nouvelle star en tant que joueur de niveau principal.
Mais bien sûr, peut-être la rivalité la plus mémorable et la plus controversée de ces 3 grands programmes en 2020 était celle entre la Vipère qui a ravivé son différend avec Bray Wyatt qui se faisait maintenant appeler par son nouvel alter ego, The Fiend. Ça a été quelque peu contesté, certains le qualifiant de brillant dans son niveau de référence au passé et son utilisation continue de la créativité, tandis que d'autres ont soutenu que c'était un peu trop absurde et caricatural pour être pris au sérieux. Quel que soit le côté de l'argument sur lequel vous vous trouvez, c'est véritablement une rivalité à ne pas manquer. Elle nous a donné des moments tels que la transformation d'Alexa Bliss en une espèce d'Harley Quinn pour le Fiend, ainsi que le Fiend lui-même étant réduit en cendres lors du pay-per-view TLC. Bray Wyatt fera finalement son retour à WrestleMania contre Orton qu'il bat lors de la deuxième soirée de WrestleMania 37. Après sa victoire, Matt Riddle a commencé à essayer de se mettre du côté d'Orton pour le pousser à former une équipe avec lui. Orton ne voulait rien avoir avec lui au début, ce n'était pas seulement un refus pour quelque chose à l'écran, il n'aimait vraiment pas le gars personnellement. Finalement, Randy s'est rapproché de lui et ils ont formé RK-Bro, une dynamique dont nous ne savions pas que nous avions besoin, mais dont nous sommes tellement heureux d'avoir connu pendant un petit moment. Les deux ont remporté les championnats par équipe de Raw à SummerSlam 2021 et à travers ça, on pouvait dire que Randy passait le meilleur moment de sa vie. Dans les sketchs comiques, il semblait plus détendu, dans ses matchs, on pouvait dire qu'il avait clairement mûri et n'était plus le même qu'avant. Finalement, après 2 règnes en tant que champion de Raw, ils entrent en rivalité contre les frères Uso, membres de la Bloodline qui étaient eux champions par équipe de SmackDown. Et ils décident de s'affronter dans un winner-take-all match lors d'un épisode du show bleu. À cette époque, la Bloodline roulait sur absolument tout le monde avec Roman Reigns qui venait de devenir champion indisputé de la fédération. Et dans ce cadre de la storyline, il était donc évident que les Usos récupéraient les titres des mains d'Orton et Riddle. Ce qui a provoqué d'ailleurs un immense choc dans le public ce soir-là, et alors que l'on pensait revoir Randy Orton au show suivant comme toutes les semaines, on apprend qu'il met en pause sa carrière pour soigner ses blessures qu'il traîne depuis une dizaine d'années et sera possiblement dans l'obligation de mettre fin à sa carrière. On apprendra au fil des mois que sa santé physique était sérieusement endommagée et qu'il était nécessaire pour lui d'arrêter car elle risquait d'avoir une paralysie avec un mauvais mouvement ou tout simplement en continuant d'exercer son métier. De nombreux neurochirurgiens lui disent de ranger ses bottes pour le confort du reste de sa vie pour pouvoir jouer avec ses petits-enfants et ne plus penser à performer pour la WWE. La première fois que son dos lui a posé problème, c'était en 2010 lorsqu'il a eu un match avec Wade Barrett et lui a porté son RKO sur le toit d'une voiture. Le milieu du toit a cédé mais pas les côtés, du coup ça lui a causé une douleur dans son bas du dos et à partir de ce moment-là, pendant les 10 prochaines années, il a souffert et s'est empiré jusqu'à ce que cette dernière année avec Riddle, il faisait tout ce qu'il pouvait pour entrer dans le ring et ne pas se détruire davantage. À chaque pas qu'il faisait, Randy souffrait énormément du dos, mais ce qui était préoccupant, c'était qu'il commençait aussi à ressentir des symptômes aux membres inférieurs, des engourdissements, des picotements, des douleurs et une faiblesse. Il avait du mal à se tenir debout et à faire simplement les activités quotidiennes à ce moment-là. Donc c'est pourquoi il a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour sa santé et a finalement subi une chirurgie bénéfique qui lui a permis de faire disparaître toutes les douleurs accumulées depuis ces dernières années, une véritable bénédiction pour lui d'avoir enfin retrouvé sa vie et pouvoir vivre pleinement de sa famille. Après avoir reçu l'autorisation des médecins, Orton restait toujours vague concernant sa situation pour un potentiel retour sur le ring, mais il a finalement petit à petit retrouvé les salles de gym et les rings d'entraînement dans une discrétion totale. Finalement, en fin d'année 2023, l'ancien poulain d'Orton est plongé dans une rivalité brutale face au Judgment Day. À l'approche du pay-per-view Survivor Series, l'équipe de Cody avait un sérieux désavantage car il leur manquait une personne au sein de leur équipe. Et après une confrontation avant le grand moment, Cody Rhodes annonce le retour de son ancien mentor à leur côté, l'Apex Predator, Randy Orton. Une annonce un peu gâchée sur le moment car on aurait préféré que cela se fasse de manière inattendue, mais on comprendra par la suite pourquoi cette annonce s'est faite ainsi. Arrivé au main event, clairement en sous-effectif alors que le compte à rebours est arrivé à son terme et que tout le monde attend le retour de la Vipère, la musique de Rhea Ripley retentit suivant sa venue avec la mallette de Senior Money in the Bank détenue par Damien Priest, qui rappelez-vous peut encaisser sur Seth Rollins qui est dans le ring pour peut-être devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Mais bien sûr, la Vipère fait son retour après plus d'1 an et demi d'absence, plus en forme que jamais avec un physique incroyable et participe à clôturer le match avec son RKO qui nous redonne des frissons suivi du Crossroads de Cody en l'honneur du créateur de ce match, son père, l'American Dream, Dusty Rhodes. Un pay-per-view rendu historique par son retour et celui de l'homme que l'on n'attendait pas, CM Punk, après 9 ans loin de la compagnie. Après son retour, il rejoint officiellement le show bleu et participe au Royal Rumble dans un Fatal 4-Way match qui inclut également AJ Styles et LA Knight pour le titre universel incontesté de la WWE, mais il est battu par Roman Reigns. Il tentera sa chance une nouvelle fois lors de l'Elimination Chamber afin de devenir aspirant numéro 1 au titre mondial poids lourd à WrestleMania 40, mais il sera battu par Drew McIntyre après l'intervention de Logan Paul. Peu après à SmackDown, il se fait attaquer par Austin Theory, Grayson Waller et Logan Paul, mais Kevin Owens vole à sa rescousse et il forme officiellement une alliance avec ce dernier. Les 3 hommes se retrouvent alors dans un match pour le titre des États-Unis détenu par Paul à WrestleMania 40 et après un incroyable match, le champion parvient à conserver sa ceinture. Malgré cette défaite, Randy Orton veut revenir sur ses pas et veut se venger et venir à bout de la Bloodline maintenant dirigée entre guillemets par le jeune frère de Jimmy et Jey Uso, Solo Sikoa. Lors de WrestleMania, les frères Uso s'affrontent et c'est finalement Jey qui en ressort grand vainqueur. Une défaite lourde de conséquences pour Jimmy qui représentait la Bloodline ce soir-là et qui se fera attaquer par son petit frère le nouveau venu Tama Tonga qui fait ses débuts dans la fédération et intègre la Bloodline. Avec ce nouvel arrivant, Randy Orton et Kevin Owens continuent leur alliance jusqu'à Backlash chez nous en France où ils subissent une défaite dans un street fight match face à Solo et Tonga dans une ambiance phénoménale.
Alors j'ai une petite idée pour la prochaine storyline d'Orton dans la fédération, un potentiel changement d'attitude pour Owens, mais pourquoi pas si Triple H veut nous surprendre, le retour de Randy Orton en tant que heel plus de 10 ans après, ce serait sûrement tout aussi incroyable. Orton figure parmi les 5 premiers de tous les temps en termes de victoires de titres mondiaux pour la WWE. Il y a toujours cette idée que si vous pouviez construire un lutteur à partir de zéro, ce serait Randy Orton. Lisse, efficace, pas tape à l'œil, mais peut tout faire parfaitement. Il a littéralement remporté tous les titres dans l'entreprise et il a affronté les plus grandes stars de plusieurs générations. En définitive, l'héritage de Randy Orton est très simple. C'est un artiste qui a résisté à l'épreuve du temps et mérite d'être mentionné dans la discussion sur le plus grand lutteur de sa génération. Il est une star de premier plan depuis plus de 20 ans, son héritage est celui d'être l'un des diamants les plus brillants de l'histoire du divertissement sportif et c'est un sacré combat pour y arriver, pour savoir d'où il venait et où il en est venu pour combattre ses démons et revenir meilleur et plus fort. Je pense que ça en dit long sur ce qui est Randy Orton, une montée au sommet justifiable. Il mérite et obtient le respect de tout le monde, c'est un Hall of Famer dès le premier tour et l'un des plus grands à avoir jamais mis les pieds dans un ring de la WWE. Et si l'histoire nous a appris quelque chose depuis son arrivée dans la compagnie il y a plus de 2 décennies, c'est que nous ne devrions jamais sous-estimer la capacité de la Vipère à offrir un classique absolu lorsque sa concentration est à son maximum. Il semble qu'il lui reste encore quelques belles années et qu'il n'est pas prêt à prendre sa retraite de sitôt. Et pendant ce temps, nous ne pouvons que supposer qu'il aura encore quelques matchs et moments classiques à nous offrir, car Randy Orton est motivé, il y a peu de personnes qui peuvent offrir une meilleure performance que lui, et c'est pourquoi il sera toujours considéré comme l'une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important, à mettre un j'aime et à partager la chaîne, ça m'aide vraiment, et on se dit à la prochaine pour une autre histoire, merci à tous, c'était Vince,